France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-10. Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin dans le grand entretien le commissaire général de l'UNRWA. C'est l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine. Dans le Proche-Orient, ce programme de l'ONU existe depuis 1949. Vos questions et réactions au 01 45 24 7000 et sur l'application de France Inter. Philippe Lazzarini, bonjour. 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 Avec nous également Frédéric Mettezo, qui a été ces 4 dernières années correspondant de Radio France à Jérusalem. Bonjour Frédéric. Bonjour à tous. Philippe Lazzarini, vous participerez ce matin à la conférence internationale sur l'aide humanitaire aux populations civiles de Gaza, organisée à Paris à l'initiative du président de la République. 3 volets dans cette conférence: le respect du droit international humanitaire, la manière d'acheminer plus d'aide humanitaire à Gaza et l'aide financière. Emmanuel Macron a dit hier attendre des résultats tangibles de cette conférence. Qu'en attendez-vous? Qu'allez-vous demander? Nous allons demander la même chose. Nous allons demander premièrement un cessez-le-feu humanitaire et nous allons demander que effectivement le droit humanitaire international s'applique dans cette guerre complètement. Nous allons également demander à ce que l'assistance entre à Gaza, parce que pour l'instant, ce ne sont que quelques camions par jour qui entrent dans la bande de Gaza et que le siège qui est actuellement imposé à la population commence à avoir des effets absolument redoutables pour une population qui manque de tout. Et troisièmement, effectivement, le financement est important. Vous savez que UNRWA est une agence qui, au cours des années, a été fortement affaiblie financièrement. Aujourd'hui, on s'attend à ce que cette agence soit à la hauteur d'une crise sans précédent et pour cela, nous avons besoin de financement. Combien? Alors, pour terminer l'année, uniquement pour payer les salaires de 30 000 employés qui sont la colonne vertébrale de notre organisation, nous avons besoin de 100 millions de dollars. Mais si on prend maintenant la crise de Gaza, nous avons lancé un appel cette semaine où UNRWA demande 500 millions de dollars pour les 3 mois à venir. Et cela fait partie d'un appel général des Nations Unies qui va être lancé aujourd'hui de 1,2 milliard de dollars. Philippe Lazzarini, je précise que vous habitez, vous personnellement, qui dirigez l'UNRWA entre Jérusalem et Amman, que jusqu'à la crise, vous aviez aussi des bureaux à Gaza. Aujourd'hui, c'est très 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 difficile de rentrer à Gaza, que ce soit pour les humanitaires ou que ce soit pour les journalistes. Quasiment impossible. Vous avez été autorisé le seul à rentrer dans Gaza il y a 1 semaine, c'est ça? Je suis rentré à Gaza en fin de semaine dernière. Ça a été coordonné, ça a pris beaucoup de temps pour que je puisse y entrer. Et c'est vrai que après ma visite, j'ai dit que c'était une des journées, les plus tristes de ma carrière d'humanitaire. Pourquoi? Parce que je visitais une école, par exemple, où nous avions des milliers de déplacés. Et normalement, une école devrait être un lieu d'éducation de vie. Et des élèves de cette école étaient, déplacés là et mendiaient pour avoir de l'eau et pour avoir un bout de pain. Et en fait, cette réalité dans cette école, où les conditions de vie, d'hygiène sont totalement insalubres, où il manque de tout, en fait, est amplifiée à travers la bande de Gaza, où nous avons plus de 750 000 personnes dans les installations des Nations Unies. Aujourd'hui, les enfants mendient pour avoir de l'eau. On en est là? On en est là. Les enfants faisaient la file pour avoir une demi-bouteille d'eau. L'eau, il n'y avait plus que des gouttes qui tombaient du robinet et effectivement leur gestuelle était de dire donnez-moi de l'eau, on en est là. C'est indigne, c'est... Le patron de l'ONU, Antonio Guterres, a eu des mots très forts mardi. Il a déclaré: le cauchemar à Gaza est plus qu'une crise humanitaire, c'est une crise de l'humanité. Il a également dit que Gaza devient un cimetière pour les enfants. Crise de l'humanité, vous employez les mêmes termes, Philippe Lazzarini? J'utilise tout à fait les mêmes termes. C'est une crise de l'humanité, c'est une crise de nos valeurs, c'est une crise, du droit humanitaire international. Monsieur Guterres a entièrement raison quand il parle, le secrétaire général a raison lorsqu'il parle de Gaza qui devient un cimetière pour enfants. En moins d'un mois, en un mois, on a eu plus de 4000 enfants
qui ont été tués dans le cadre des bombardements et de cette guerre. Ça, c'est les chiffres qui sont donnés, Monsieur Lazzarini, qui sont donnés par le ministère de la Santé, qui annonce plus de 10 000 morts, dont 4 000 enfants, 4 200 enfants. Le ministère de la Santé qui est contrôlé par le Hamas. Donc vous faites confiance à ces chiffres-là. Il n'y a pas de raison pour vous de douter de ces chiffres-là. Écoutez, il y a eu 6 conflits à Gaza, et à l'époque, le même ministère, lorsqu'il publiait ces chiffres, personne n'avait à redire ou questionner en fait la crédibilité de ces chiffres. Mais deuxièmement, si je regarde le nombre de collègues tués au sein de notre agence, presque 100 aujourd'hui, eh bien, et je compare au nombre d'employés que nous avons les mêmes proportions que les 10 000 personnes qui ont été tuées à Gaza et l'ensemble de la population de Gaza. Donc vous faites confiance à ces chiffres-là, Frédéric Mettezo. Certains doutent de ces chiffres parce qu'ils sont donnés par le Hamas, le ministère de la Santé contrôlé par le Hamas. Est-ce qu'on est proche de ça? Est-ce que c'est vraiment 4200 enfants? Ces chiffres-là qui font froid dans le dos en un mois, hein. Alors, on reçoit des images qui sont attestées par des sources fiables, par des gens avec qui j'ai travaillé les nombreuses fois où je suis allé à Gaza. Et effectivement, ce sont des images absolument terribles et ce sont vraiment des alignements de petits corps qu'on voit dans des sacs. Donc, c'est une véritable ampleur, c'est de très grande ampleur. Après, le décompte est-il exact? Moi, personnellement, je ne sais pas parce qu'il faut toujours prendre avec précaution ce que dit le Hamas, parce que le Hamas est par définition un mouvement qui n'a pas intérêt à être transparent et à dire la vérité aux journalistes. Les journalistes ne peuvent pas rentrer dans Gaza, c'est le vrai problème, et c'est pour ça qu'on a une centaine de journalistes qui connaissent bien cette région à avoir signé une tribune pour demander à ce que l'armée israélienne laisse rentrer les journalistes pour qu'ils puissent réellement faire leur travail. Donc les échelles de grandeur sont là. En revanche, personnellement, tant que nous n'avons pas pu recouper, d'ailleurs avec l'aide de l'ONU, qui a des accès que la presse n'a pas, on ne peut pas affirmer avec certitude que tel chiffre est valide. Le Hamas, c'est aussi une machine à désinformer. Moi, personnellement, j'ai été interdit d'entrer 2 fois par le Hamas parce qu'ils estimaient que je faisais mal mon travail de journaliste. Et quand vous rentrez, vous êtes d'abord interrogé par les services de renseignement du Hamas. Philippe Lazzarini, que pouvez-vous nous dire de la situation des hôpitaux à Gaza? Au journal Le Monde, un chirurgien qui travaille à l'hôpital Al-Shifa décrit la situation de la manière suivante, effroyable. 2000 patients, alors que la capacité est de 600 lits. Nous n'avons plus de morphine depuis 10 jours, plus de lames chirurgicales ni de pansements. Nous faisons des opérations chirurgicales avec du paracétamol. Vous l'avez vérifié, ça, sur place? Nous l'entendons continuellement. Nos employés qui sont en contact avec les hôpitaux l'entendent aussi continuellement. Donc, effectivement, nous pouvons confirmer, en fait, ces informations parce qu'elles viennent de plus d'une source dans la bande de Gaza. Il est extrêmement difficile maintenant d'approvisionner l'hôpital de Shifa, les hôpitaux qui se trouvent dans la ville de Gaza et dans le nord. On a réussi, il y a 2 jours, finalement, à coordonner un convoi de médicaments avec l'OMS à Gaza, mais nous avons besoin de plus et comme vous l'avez indiqué, il nous faut aussi du fuel pour pouvoir opérer et avoir de l'électricité. Et pour l'instant, Israël bloque effectivement l'électricité, l'eau et le fuel et le carburant. Il n'y a pas de carburant qui rentre. Il n'y a aucun carburant qui n'est entré dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre. Nous, en tant que Nations Unies, nous avons émis un appel en disant que si le fuel n'entre pas, nous ne pourrons plus approvisionner les boulangeries, nous ne pourrons plus approvisionner les stations d'eau, nous ne pourrons plus approvisionner les hôpitaux et peut-être que nous ne pourrons même pas continuer notre opération humanitaire parce que les véhicules ne pourront plus bouger. Mais vous dites que vous avez perdu près de 100 travailleurs humanitaires de l'UNRWA depuis un mois. Juste pour donner une échelle à nos auditeurs, en 10 ans de guerre en Syrie, vous n'avez perdu que 17 employés. Donc 17 employés en 10 ans de guerre en Syrie et là vous en avez perdu 100 en un mois de guerre à Gaza. Est-ce que vous n'avez pas pensé partir, quitter, sortir, évacuer vos travailleurs? C'est une totale tragédie. Les Nations Unies n'ont jamais enregistré autant de morts en aussi peu de temps dans un conflit. Il y a eu 1 ou 2 fois des désastres naturels où il y a eu peut-être plus de morts, mais certainement pas dans ces proportions. Nos employés
sont principalement des enseignants, des infirmières, des docteurs, et ce sont des Gazaouis. Et les Gazaouis, on ne peut pas, pour l'instant, les aider à sortir de la bande de Gaza. On va se diriger vers le standard d'Inter où nous attendent de nombreux auditeurs. Bonjour Bernard. Bonjour. Vous nous appelez de Saint-Nazaire et on vous écoute. Alors, ma première question est-il avéré qu'il y a des bases du Hamas et des bases de lancement dans des lieux publics, sous des écoles, des hôpitaux, etc. Mais ma deuxième question, est-il logique qu'on demande à Israël un cessez-le-feu sans demander au Hamas de libérer les otages dont la détention constitue un crime de guerre? Merci. Merci Bernard pour ces deux questions. Alors sur la présence de bases du Hamas sous les écoles, sous les hôpitaux, que pouvez-vous nous dire, Philippe Lazzarini, la question des tunnels que pointe l'armée israélienne pour expliquer son action et les bombardements dans la bande de Gaza, sur la bande de Gaza? Nous entendons beaucoup parler des tunnels, nous entendons beaucoup parler de l'utilisation de lieux publics à des fins militaires. Si cela est le cas, évidemment que c'est une violation du droit humanitaire international, mais les Nations Unies ne sont pas en position de vérifier les positions militaires ou de vérifier ce qui se passe dans les sous-sols de Gaza et notamment les communautés. Nous ne savons pas. Et sur cette question alors des tunnels, Frédéric? C'est la même chose pour la presse. Les seuls éléments dont on dispose sont des vidéos ou des modélisations de l'armée israélienne. Après, il est certain que sur un territoire aussi dense, aussi compact que de Gaza, où on peut tirer en quelques heures, comme on l'a vu le 7 octobre, 5000 roquettes, il est évident que si le lance-missile la rampe de lancement, n'est pas dans la cour d'un hôpital, elle sera de toute façon à quelques mètres d'un hôpital. Tout est imbriqué. Vous n'avez pas à Gaza, vous savez, comme on peut avoir en France, des grands camps militaires fermés parce qu'il n'y a pas la place. Donc de toute façon, tout est imbriqué. Et si les Israéliens disent qu'ils s'approchent du centre de Gazaville, c'est précisément pour s'approcher de l'hôpital Shifa, dont ils soupçonnent qu'il abrite le commandement central du Hamas. C'est ce que m'expliquait hier un diplomate israélien. Ils appellent ça le carré sécuritaire. Et alors comment on fait justement face à ça, face à ce qu'explique Frédéric Mettezo, quand on est un haut dirigeant de l'ONU et qu'on est face à une armée israélienne qui vient se défendre, puisque c'est ça, l'opération a été lancée après les attaques du 7 octobre, qu'il y a un hôpital, que Israël soupçonne le Hamas d'être en dessous ou à côté de l'hôpital Al-Shifa, mais qu'il y a un hôpital où il y a des chirurgiens, il y a des blessés, il y a des enfants morts. Comment on gère cette situation qui est totalement inextricable en fait? La réponse doit se retrouver dans le droit humanitaire international. Il y a deux principes. Le premier, c'est le principe de proportionnalité. Et la question qu'on peut se poser aujourd'hui est, lorsqu'on parle de plus de 10 000 morts, est-ce qu'il y a vraiment eu proportionnalité par rapport aux objectifs? Et la deuxième question, c'est la question de la distinction entre les civils et les combattants. C'est vrai qu'en zone urbaine, c'est extrêmement difficile, mais cela dit, ça signifie qu'on doit porter encore plus d'attention sur la question du respect du droit humanitaire international. Frédéric. Oui, je voulais juste signaler une interview très intéressante qui a été publiée hier soir dans le New York Times, qui a interviewé un dirigeant politique du Hamas qui vit au Qatar. Cette personne dit, en substance, on savait qu'il y aurait beaucoup de morts gazaouis. C'était le coup nécessaire pour mettre fin au statu quo et pour ouvrir un nouveau chapitre dans le combat contre Israël. Donc, ces 10 000 morts, qu'ils soient 10 000 ou 8 000 ou 15 000, le Hamas les assume et assume que ça fait aussi partie d'une stratégie de nouvelle conflictualité avec Israël. Comment vous recevez ces mots, Philippe Lazzarini? C'est absolument insoutenable d'entendre ce genre de propos et de savoir qu'une fois de plus, dans une guerre, les civils sont les premiers sacrifiés. Il y avait un autre aspect à la question de notre auditeur, Bernard, c'était le cessez-le-feu. Cessez-le-feu immédiat, sans condition, sans libération d'otages. Vous avez parlé de cessez-le-feu, Philippe Lazzarini, tout de suite, dès que cet entretien a commencé. Benyamin Netanyahou a exclu tout cessez-le-feu à Gaza tant que les otages n'étaient pas libérés. Vous ne comprenez pas cette position israélienne ?
Nous appelons sans équivoque à la libération de tous les otages dans la bande de Gaza, et la prise d'otages de civils dans ce type de contexte est aussi un crime de guerre. À côté de ça, il y a la question de la punition collective qui est imposée à l'ensemble de la population de Gaza, et c'est la raison pour laquelle nous appelons aujourd'hui à ce cessez-le-feu et à la levée du siège imposé à la population. Aujourd'hui, les deux ne doivent pas être liés. Aujourd'hui, il y a des crimes de guerre commis par Israël, à vos yeux? Écoutez, parce qu'on entend les mots crime de guerre, on entend le mot génocide, par exemple. Ils ont des définitions juridiques. Ça sera à la Cour pénale internationale qui a juridiction d'enquêter et ensuite de déterminer la nature des guerres, la nature des crimes et la nature de ce qui a été observé. Nous, ce que l'on sait, c'est qu'il y a effectivement une punition collective avec un siège imposé auprès de toute la population. Il y a eu des transferts de population du nord sur le sud, et il y a eu des 10 000 personnes qui ont été tuées jusqu'à présent et plus de 20 000 blessés. Michel au standard, Michel de Paris, bonjour, bienvenue. Oui, bonjour, merci pour votre émission. J'ai une question et un commentaire. Je prolonge un peu le commentaire qui vient d'être dit sur la question de la plainte au niveau de la Cour pénale internationale. Je voudrais savoir, cette plainte qui a été déposée contre Netanyahou pour un crime de guerre, est-ce que cette plainte a une chance de stopper cette offensive de folie meurtrière, ou est-ce que c'est un baroud d'honneur, excusez-moi ce jeu de mots cynique, un baroud d'honneur pour stopper ces massacres. Merci Michel, merci Michel. Sur ce point, c'était une information France Inter. Je redonne le contexte à nos auditeurs. 3 associations palestiniennes de défense des droits humains ont saisi hier la Cour pénale internationale. Elles souhaitent un mandat d'arrêt international contre Benyamin Netanyahou, comme il en existe un contre Vladimir Poutine. On a eu toutes les précisions dans le journal de Florence Paracuelos sur cette action. Votre réaction, Philippe Lazzarini? Écoutez, la justice devra être appliquée à un moment donné. On n'est pas prêt aujourd'hui. Est-ce que ça va arrêter le cours de la guerre? Certainement pas aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas d'espace pour cela. Mais il est vrai à nouveau, comme je disais auparavant, la Cour pénale internationale devra dans le futur déterminer la nature des crimes. Vous avez parlé récemment d'un manque d'empathie face à cette crise humanitaire à Gaza. On entend souvent l'accusation de double standard contre les Occidentaux dans ce qu'on appelle la rue arabe. Ils disent oui, mais vous traitez différemment Israël et les Palestiniens. Un mort israélien ne vaut pas un mort palestinien. Est-ce que ça aussi c'est un élément qui joue dans ce qui se passe et qui n'arrange pas les choses au fond, parce que les Palestiniens ont souvent l'impression que 4200 enfants morts palestiniens, ça vaut pas, ça pèse pas assez aux yeux des Occidentaux. C'est ressenti de cette manière-là, de manière très très profonde dans la région. Il est vrai que le jour du massacre commis par Hamas d'Israéliens en Israël le 7 octobre, la communauté internationale, et à juste titre, a condamné ces horreurs et a aussi condamné la prise d'otages. Il est vrai aussi que de nombreux pays, et notamment pays occidentaux, ont pris beaucoup de temps pour invoquer le droit humanitaire international dans leur narratif. Cela leur a pris au moins 1 semaine et 10 jours. Et l'impression sur place était de dire Israël a le feu vert pour mener une guerre sans règles. Frédéric. Je confirme tout à fait ce que vient de dire monsieur. Ce discours sur le double standard depuis que la guerre en Ukraine a éclaté, et j'étais encore en poste là-bas à l'époque, c'est omniprésent. C'est omniprésent du simple passant que vous croisez dans la rue aux responsables politiques du Hamas que j'ai pu interviewer à Gaza. Quand je leur posais la question de dire mais quand des gens vont tuer par balle des consommateurs dans les cafés à Tel Aviv, c'est du terrorisme, et ils disent vous ne poseriez pas la question si on était ukrainien. C'est vraiment quelque chose qui est rentré
très profondément dans l'état d'esprit des Palestiniens. C'est vraiment une crise de l'empathie, cette affaire, parce que ce que je dis là, et vous le confirmez sur les Palestiniens qui ont l'impression qu'on n'a pas assez d'empathie pour eux, c'est ce qu'on entend aussi dans les rues européennes, des Juifs qui disent on n'a pas assez d'empathie pour nous et nos souffrances, et on est là, chaque fois que vous dites un mot dans un sens ou dans un autre, l'autre partie se sent flouée, et c'est inextricable là aussi. Et on le voit dans les questions sur l'application de France Inter. C'est-à-dire que là, c'est deux camps. C'est deux camps et c'est impossible. Et je pense que nous, on essaye depuis un mois avec Nicolas tous les matins de dire les horreurs et de ne pas de ne pas diminuer l'horreur que fut le 7 octobre pour les Israéliens et pour le monde entier, d'ailleurs, l'horreur humanitaire. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup, et si on ne reprend pas les chiffres du Hamas, en tout cas, il y a des milliers de morts aujourd'hui à Gaza, et dont des milliers d'enfants. Il faut le dire aussi. La question de l'empathie est absolument essentielle. Il ne peut pas y avoir de hiérarchie dans l'empathie, parce que plus on va chercher à hiérarchiser l'empathie ou exprimer d'un côté plutôt que de l'autre, plus on va cimenter la polarisation entre Israël et les Palestiniens, entre le monde occidental et le monde arabe. Vous dites, Philippe Lazzarini, craindre une implosion de l'ordre civil sur place à Gaza. Qu'est-ce que ça veut dire? Une forme d'anarchie? Ça veut dire qu'il n'y a plus d'ordre civil qui est imposé à Gaza. Il n'y a plus de services municipaux. Il n'y a plus forcément de police municipale dans un certain nombre de villes. Donc, effectivement, si vous êtes dans un contexte où vous manquez de tout et que vous avez presque 2 millions de personnes qui sont entassées dans le sud, les quelques camions qui vont arriver vont provoquer en fait des situations de confusion. On l'a vu avec un certain nombre de boulangeries, on l'a vu avec nos entrepôts, et c'est la raison pour laquelle il y a aussi urgence d'augmenter cette aide humanitaire pour renverser en fait cette tendance. Frédéric? Et j'irai même un peu plus loin, ce que vous décrivez et ce que vous craignez est déjà arrivé en 2007 quand le Hamas s'est imposé par la force face au Fatah à Gaza. C'était une guerre civile entre Palestiniens et la Cisjordanie, par l'implosion progressive de la société palestinienne et par les actions des colons israéliens, en est exactement au même stade. C'est toute la société palestinienne de Gaza et de Cisjordanie qui est au bord de l'implosion. Question de Margot sur l'appli d'Inter. Comment peut-on aider les Gazaouis? Les dons financiers sont-ils utiles? Et j'ai envie de vous rajouter, comment on est sûr qu'ils arrivent au bon endroit? Alors, les dons financiers sont absolument essentiels. Les besoins sont gigantesques. On vient de sortir un appel, mais certainement cet appel devra être à nouveau revisité d'ici peu. Pour ce qui est, parce que la question qui se pose à chaque fois, c'est est-ce que l'assistance va finir dans les mains du Hamas, c'est ça la question. Dans les mains du Hamas ou dans les mains de ceux qui ont véritablement besoin d'assistance. Comment vous nous garantissez que ça arrive aux enfants palestiniens et pas au Hamas? Nous pouvons, en tant que UNRWA, la principale agence des Nations Unies présente sur place, nous avons direct accès, il n'y a pas d'intermédiaire, nous connaissons en fait nos bénéficiaires et quiconque travaille avec nous est aussi ce qu'on appelle en anglais vetted et vérifié. Vérifié. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Philippe Lazzarini d'avoir été au micro d'Inter et merci Frédéric Mettezo également.